Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est le moment de Territoire Sénat avec les titres de l'actualité parlementaire et sénatoriale. Ce matin, Saveria. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui qu'est dévoilé le fameux rapport de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Rapport qui a déclenché une vive polémique après les propos d'un sénateur sur la non-dangerosité du glyphosate. Que contient ce rapport? À quoi sert cet organisme? On en parle dans un instant. La suite de l'examen de la réforme de l'école au Sénat, les sénateurs qui ont voté hier une des mesures phares du texte, l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans. Autre mesure symbolique, l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires pour les accompagnants. La gauche dénonce le risque de stigmatisation. Et puis les élections européennes et le Brexit qui impactent décidément la campagne française du fait de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. La France va hériter de 5 sièges supplémentaires au Sénat et donc examiner ce matin un projet de loi sur l'entrée en fonction de ces nouveaux députés français, députés qui n'entreront au Parlement que le jour où les Anglais sortiront de l'Union. Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui qu'est dévoilé le fameux rapport de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, rapport qui a déclenché une polémique après les propos d'un sénateur sur la non-dangerosité du glyphosate. Alors que contient ce rapport? Je vous propose d'écouter Gérard Longuet, il est justement le président de l'OPEX. Il a été adopté à l'unanimité, c'est donc un rapport solide. Que dit-il dans sa page 68? Il dit, prenant l'exemple du glyphosate, que des agences autorisées, nationales, européennes, mondiales, donnent des avis différents sur une même molécule. Et le rapport s'efforce d'expliquer les raisons pour lesquelles il peut y avoir des avis différents, ce qui évidemment intrigue et inquiète les citoyens qui se disent « mais les scientifiques ont-ils plusieurs vérités ?» La réponse est que dans certains cas, selon la façon dont l'étude est organisée, on arrive à telle ou telle conclusion. Et l'intérêt du rapport, et je rends hommage à ceux qui ont travaillé, c'est d'expliquer comment et pourquoi les agences peuvent arriver à des évaluations différentes. Voilà, et pour nous éclairer ce matin, bonjour Dominique Rousseau, vous êtes professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne, Paris 1. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Bonjour Dominique Rousseau. L'OPEX, alors c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un acronyme un peu compliqué. C'est l'organisme qui publie donc tout à l'heure ce fameux rapport. Vous êtes là pour nous éclairer justement sur ce qu'est cet organisme. Qu'est-ce que c'est précisément cet office, cet organisme? Alors d'abord, c'est un organisme qui a été créé par une loi en 1983. C'est important la date parce que nous sommes à la fin du XXe siècle et les découvertes scientifiques commencent à avoir des applications concrètes. Il va y avoir l'ordinateur, il va y avoir le biopouvoir, il va y avoir la bioéthique. Et donc les parlementaires commencent à s'inquiéter des conséquences concrètes, pratiques de la science sur l'organisation des sociétés. Et par conséquent, les parlementaires vont vouloir se doter d'un instrument, d'un organe, leur permettant de comprendre les enjeux, les conséquences des révolutions, non pas simplement scientifiques, mais de leurs applications technologiques. Si vous voulez, il y a un rapport entre, Max Weber disait, il y a les savants et le politique. Et évidemment, l'élection ne fait pas d'un élu un omniscient. Et d'un autre côté, un prix Nobel n'est pas non plus au courant de la manière dont les citoyens reçoivent ces grandes découvertes. Cette évaluation est nécessaire, c'est ça que vous nous dites. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport entre savants et politique, entre la science et la politique, et donc les parlementaires ont créé un office. Et c'est un office pour évaluer les choix. Alors justement, j'allais vous demander quel est son champ d'investigation aujourd'hui. Alors il y a bien sûr ce fameux rapport sur les agences sanitaires et donc sur le glyphosate. Est également publié un autre rapport par le même organisme, par l'OPEX, sur l'autorité sûreté nucléaire. Et puis vous m'en parliez tout à l'heure, dans quelques jours aura lieu des auditions sur le projet de loi de reconstruction de Notre-Dame. On voit que le champ de cet OPEX est extrêmement large. Il est très large. Alors son originalité par rapport à toutes les autres institutions parlementaires, c'est que c'est un organisme commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a 18 sénateurs, 18 députés qui sont à la proportionnelle des groupes parlementaires. Donc c'est ça son originalité. C'est un organisme commun et c'est un organisme interne
à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est une sorte de petit congrès, en quelque sorte, et qui ne peut être saisi que par les parlementaires, soit un président de groupe, soit une commission, soit 60 députés ou 40 sénateurs. Alors, pour répondre précisément à votre question, les compétences sont de 3 ordres. Rédiger des rapports, vous l'avez dit, celui qui va sortir cet après-midi, faire aussi des auditions publiques, et je crois que... Ça, c'est le cas pour le projet de loi de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Exactement. Je crois que ces jours-ci, cette semaine, l'Office a prévu d'auditionner sur les apports de la science et des techniques sur la restauration de Notre-Dame. Ces audiences sont publiques, c'est-à-dire elles sont ouvertes à la presse. Donc, des rapports, des audiences publiques et la publication de notes scientifiques précises sur tel ou tel point. Très très rapidement, à quoi servent ces rapports? Est-ce que ces rapports peuvent ensuite être la base pour un projet de loi? Absolument. En quelques mots. Absolument. C'est puisque la saisine de l'Office vient des parlementaires, voire des commissions spéciales ou permanentes, ces rapports visent à éclairer les parlementaires lorsqu'ils ont à prendre des lois, lorsqu'ils ont à prendre des décisions ou définir des politiques publiques sur la question de l'environnement, sur la question de l'énergie. Il s'agit d'éclairer les parlementaires avant le vote d'une loi. Merci beaucoup Dominique Rousseau pour cet éclairage. Et puis dans le reste de l'actualité, la suite de l'examen de la réforme de l'école au Sénat. Les sénateurs qui ont voté hier une des mesures phares du texte, l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans. Autre mesure symbolique, l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires pour les accompagnants. La gauche dénonce le risque de stigmatisation. Explication Adrien Develay. C'est la mesure phare de la réforme, la plus symbolique aussi. Le passage de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans concerne seulement 25 000 enfants, mais le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a renouvelé son attachement à cette modification. C'est à mes yeux un très grand progrès social, c'est aussi un progrès pédagogique et éducatif. Certains doutes persistent sur le financement de ces nouvelles scolarisations. Le ministre a rassuré les sénateurs. Les problèmes à résoudre, oui, ce sont des problèmes financiers, je pense que nous y viendrons, mais nous accomplissons la Constitution et même la loi en compensant aux communes le surplus de dépenses que cela leur occasionnera. Dans les faits, ce sont 97% des enfants qui sont déjà scolarisés dès 3 ans. Jean-Michel Blanquer veut en faire la norme. Qu'à cela ne tienne, le Sénat a adopté la mesure à l'unanimité. Mais un peu plus tôt dans la soirée, l'hémicycle n'est pas tombé d'accord. En cause, un amendement LR visant à interdire le port du voile aux mères accompagnatrices lors des sorties scolaires. Alors pourquoi ça pose problème? Eh bien parce que porter un signe religieux ostentatoire, ça rompt avec l'harmonie entre les Français, quelle que soit leur origine. Parce que ça choque, en réalité. Proposée à l'Assemblée nationale par le député Éric Ciotti, la proposition avait été rejetée. Ce ne fut pas le cas au Sénat, où l'amendement a provoqué une levée de bouclier à gauche. La sénatrice PS Sylvie Robert dénonce une vieille obsession de la droite. Pour ma part, moi je voterai contre cet amendement. Et le Conseil d'État a été clair que les mamans ou les papas qui accompagnent les enfants ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse. Avis défavorable du ministre, mais l'amendement est adopté par la majorité de droite du Sénat. Les élections européennes, c'est dans quelques jours maintenant. Les Britanniques vont voter, eux aussi, pour élire des députés qui ne siégeront pas qui siégeront que quelques mois du fait du Brexit. Il a donc fallu redistribuer les sièges du Royaume-Uni au Parlement européen. La France hérite de 5 sièges supplémentaires. Le Sénat examine ce matin justement un projet de loi pour étudier ces différents scénarios. Explication Jonathan Dupriez. Le 26 mai, les Français éliront 79 eurodéputés. Seulement, 74 siégeront effectivement au Parlement européen, laissant 5 élus de côté. Cette situation insolite s'explique par l'absence de Brexit. Les États membres tablaient sur un départ du Royaume-Uni le 31 mars dernier. Ils prévoyaient de se répartir les sièges britanniques. S'ils se retirent à un moment ou à un autre, on réattribuera les 5 sièges qui ne l'auront pas été. On tiendra compte du résultat de l'élection en France le 26 et on réattribuera les 5 sièges qui resteront. Le vote se fera donc sur l'ancien système. Le Royaume-Uni comptera 74 eurodéputés, tous affectés à des groupes parlementaires et commissions à Bruxelles, jusqu'au Brexit, laissant craindre une déstabilisation des équilibres politiques. Et qui vont peser, ça fait 10% de la somme du Parlement, ils vont peser dans la répartition des groupes. Et notamment, il va y avoir sans doute, malheureusement, un paquet d'extrémistes anti-européens qui ne siégeront que quelques mois, mais qui viendront
un peu artificiellement gonflé le paquet, si vous voulez, de parlementaires qui ne sont que dans le refus et qui d'ailleurs participent très peu au débat. De son côté, Londres espère faire ratifier l'accord sur le Brexit la semaine du 3 juin. Mais si le gouvernement n'y parvient pas et que le Parlement britannique décide de revenir sur le Brexit, 5 élus français n'exerceront jamais leur mandat. On restera dans ce cas-là avec l'ancienne configuration, sauf s'il y a une discussion entre les États. Mais je crois que l'hypothèse la plus probable, effectivement, si le Brexit n'a pas lieu, c'est que ces députés ne siègent jamais. Pour encadrer le statut de ces élus, le projet de loi sur l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen est examiné aujourd'hui au Sénat. Voilà, on poursuit l'actualité sénatoriale avec notre invité dans un instant, le face-à-face politique. A tout de suite. Bonjour Frédérique Puissat, vous êtes sénatrice LR de l'Isère. Merci d'être présente sur ce plateau ce matin. Bonjour. Merci à vous. Bonjour Frédérique Puissat. Avant de vous interroger bien sûr sur le reste de l'actualité sénatoriale, une réaction, votre opinion sur les 80 km/h. Les sénateurs avaient, on s'en souvient, assoupli la mesure en laissant la possibilité de déroger jusqu'à 90 km/h aux préfets et aux présidents de département. Hier, les députés En Marche ont décidé d'aller encore plus loin à l'Assemblée. Ils ont enlevé au préfet tout pouvoir de décision sur cette vitesse. Est-ce que c'est en fait pour faire porter la responsabilité des conséquences de cette mesure uniquement au département et pas à l'État ? En tout cas, c'est un amendement qui est un peu surprenant parce que la décision que nous avions prise, nous, au Sénat, était élaborée sur la base d'un rapport qu'avait fait Michel Raison, qui est un rapport très technique, très profond, qui a de multiples enjeux. Et là, on a une espèce d'amendement qui nous arrive, qui n'a pas du tout été abordé avec le Sénat, ce qui est un peu dommage. Et puis, effectivement, qui est un peu entre deux. On a un peu l'impression qu'il se situe après le grand débat où le président a émis éventuellement la possibilité de déroger à ces 80 km/h. On sait que le Premier ministre est assez ferme là-dessus. Et on a l'impression qu'on a un député qui balance un amendement pour dire voilà, on va essayer d'avancer, mais sans véritablement donner la responsabilité à qui de droit sur cet enjeu-là. Vous, en tant justement qu'élu local, vous pensez qu'il faut assouplir les 80 km/h ? Si vous voulez, ça n'a pas de sens. Moi, l'amendement que j'ai vu qui a été porté par le député évoque une différence député entre... En Marche, de la majorité, En Marche, je le rappelle. Évoque une différence entre les routes départementales et nationales. Vous savez, moi, je suis élu dans l'Isère. Quand je prends la route départementale 1075 ou la route nationale 1085, je ne fais aucune différence et je ne suis pas la seule à faire aucune différence. Donc les automobilistes ne comprendraient pas et les enjeux de sécurité, qui sont quand même l'essence même, a priori, de cette décision, ne seraient pas respectés. Frédérique Puissat, votre actualité aujourd'hui, c'est également les premières auditions de cette nouvelle commission d'enquête sur la souveraineté numérique. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? De quoi allez-vous parler ? Sur quoi allez-vous enquêter ? Alors effectivement, la commission d'enquête vient d'être constituée. La semaine dernière, nous l'avons constituée avec un président, un rapporteur. C'est Gérard Longuet qui en sera le rapporteur. Et nous avons les premières éditions ce soir, ce qui va nous permettre déjà de définir les contours de la souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on met dans la souveraineté numérique ? Vous savez, c'est multiple. Ça va des enjeux de sécurité, de défense, à l'organisation de notre système. On a vu qu'il y avait eu, au travers les différentes élections politiques partout dans le monde, des espèces d'attaques numériques. Et puis on va aller, y compris sur le droit du travail, ce qui m'intéresse à proprement parler en ce qui concerne la partie sociale. Une fois qu'on aura défini les contours, on verra si effectivement cette souveraineté on doit légiférer dessus ou pas. Et ça sera bien là le travail de 6 mois d'enquête qui seront d'importance. Donc si je comprends bien, la question, le fond de la question, c'est est-ce que la souveraineté numérique de la France est en péril, en particulier pour ce qui est dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, c'est bien ça ? C'est exactement ça, étant entendu qu'on peut voir de part et d'autre un certain nombre de faits, mais encore faut-il que nous puissions voir quels sont les contours de ce qu'on met dans cette commission d'enquête. Il faut qu'on soit très humble en la matière, parce que je pense que nous n'avons peut-être pas la main sur tout. On est quand même sur des enjeux qui sont internationaux, mondiaux, on peut le voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre main ? Et effectivement, comment est-ce qu'on définit les contours de cette commission d'enquête ? À votre sens, la France, l'État français est en état de dépendance sur cette question de souveraineté numérique ? Pas que la France, je pense que tous les pays ont besoin de se poser ce type de questions et tous les pays ont besoin de réagir. Et je pense qu'il est urgent qu'on le fasse au regard de ce qu'est l'actualité, de façon à ce qu'on devance l'actualité, si je puis dire, plutôt qu'on subisse un certain nombre d'attaques, parce que sinon ça ne sert à rien de légiférer si on n'a pas les contours exacts de ce qui peut se passer dans le monde. Donc essayons d'avancer aussi vite que le monde avance en matière numérique. Frédérique Puissat, vous êtes membre de la commission des affaires sociales du Sénat. À ce titre, vous avez donc beaucoup travaillé depuis l'année dernière sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement doit rendre des arbitrages au mois de juin
Où en est-on sur cette question de l'assurance chômage, cette réforme ? Très bonne question. Alors vous l'avez dit, c'est quelque chose qui date d'assez longtemps, puisque normalement ce sont les partenaires sociaux qui s'emparent de cette discussion, ce qui est tout à fait logique. Ils sont concernés, les représentants du patronat, les représentants des salariés. Là, le débat, il faut bien le dire, a été confisqué par le gouvernement, alors qu'à un moment donné, le gouvernement puisse émettre un certain nombre Le gouvernement a laissé les partenaires sociaux, il a laissé plusieurs mois aux partenaires sociaux justement pour discuter de ces questions et visiblement les discussions ont achoppé, n'ont pas abouti. Je réitère, le débat a été confisqué par le gouvernement parce que la note de cadrage du gouvernement qui tendait à dire il faut faire 3 à 4 milliards d'euros d'économies sur 3 ans et mettez-vous d'accord sur le bonus-malus, nous savons pertinemment que ce sont les deux éléments clivants qui ne permettent pas aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. Donc quand je dis qu'effectivement il a été confisqué, c'est que le gouvernement savait très bien qu'en indiquant cette feuille de route, à un moment donné, il n'y aurait pas d'accord et que le débat serait ressaisi par le gouvernement. C'est ce qui s'est passé et je le regrette parce que je pense que si les partenaires sociaux subissent un certain nombre de décisions, nous allons encore avoir un certain nombre d'incompréhensions dans le pays et je pense que c'est pas bon pour la paix sociale de ce territoire. Qu'est-ce que vous attendez des annonces sur cette question de l'assurance chômage ? Donc le gouvernement, je le rappelle, doit trancher d'ici le mois de juin. Moi, j'attends. Le gouvernement doit annoncer. Si vous voulez, je pense que il va être exactement sur les mêmes enjeux de la note de cadrage, une économie du système qui va nécessiter à un moment donné qu'on puisse revoir l'intégralité du système à tous les niveaux. Est-ce que l'assurance chômage et sa durée de cotisation est trop longue, pas assez longue ? Est-ce qu'il faut plafonner les plus hauts revenus ? Comment est-ce qu'il faut revoir le calcul de l'assurance chômage ? Nous l'attendons là-dessus. Et par ailleurs, sur les bonus-malus, nous avons effectivement des nécessités quant à la flexibilité de notre système. Et moi, j'espère très sincèrement qu'on saura respecter cette flexibilité sans qu'on alourdisse encore les charges patronales des cotisations qui sont aujourd'hui très lourdes. Précisément parce que c'est un point important de cette réforme, le fameux, vous venez d'en parler, le fameux bonus-malus sur les cotisations des entreprises pour les inciter à réduire leur recours à ces fameux contrats courts. Est-ce que ça c'est une bonne chose ? Est-ce que ça peut permettre de réduire le recours aux contrats courts, de mettre en place un bonus-malus ? Qu'on s'intéresse à la chose, c'est normal. La précarité, c'est pas quelque chose qui fragilise notre pays. Non, mais est-ce que ça, c'est le bon moyen, le bonus-malus ? Alors je vais vous dire pourquoi c'est pas le bon moyen. Parce que ça a déjà été testé. En 2013, il y avait déjà un bonus-malus. Ce bonus-malus qui tendait effectivement à dire on va jusqu'à 7% de cotisation patronale versus 4% quand on est effectivement sur des contrats qui sont inférieurs à un mois et un bonus quand on a effectivement des CDI pour des jeunes de moins de 26 ans, c'est quelque chose qui existait. On l'a abandonné parce que ça ne marchait pas. Donc ça veut dire que la solution du bonus-malus, c'est pas la bonne solution. Ce que propose le gouvernement en tout cas, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Je l'ai dit moi à la ministre quand on a discuté du texte de loi en juillet dernier. Je considère que 2013 a été un échec en la matière. Donc il faut réinventer quelque chose qui permette effectivement d'éviter la précarité, mais de permettre aux entreprises de pouvoir avoir un assouplissement sans aller alourdir les cotisations patronales. Pour terminer, vous demandez aujourd'hui au gouvernement de rouvrir les discussions justement sur ces points-là ? Moi, je pense et de ne pas faire des annonces au mois de juin sans négociation et sans concertation avec les partenaires sociaux ? Si nous ne travaillons pas avec les corps intermédiaires dans ce pays, on a ce que l'on a vu il y a quelque temps en arrière, c'est-à-dire des gens qui se manifestent sans intermédiaire. Et moi, je crois que ce soit les élus ou que ce soit les partenaires sociaux, ce sont des corps intermédiaires indispensables au fonctionnement de notre société. Merci. Frédérique Puissat, vous êtes sénatrice de l'Isère. 10 mois des prochaines municipales à Grenoble, dans la capitale des Alpes, il faut le rappeler. Beaucoup de choses devraient se décanter en juin, dit que le Dauphiné, notre partenaire de cette matinale. Éric Piolle, le maire, n'a toujours pas dit s'il se représentait ou pas. Et à droite, alors il y a Alain Carignan, qui a déjà démarré sa campagne depuis longtemps. On parle de Michel Savin. Comment ça va se passer ? Faites-nous un point. Qui allez-vous soutenir, vous ? Alors simplement vous dire qu'Alain Carignan ne se présente pas à droite. Alain Carignan se présente société civile, donc il n'est pas à droite. Il a été un ancien ministre, mais aujourd'hui, le parti n'a investi personne. Le parti n'a investi personne. C'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui va se passer à droite ? C'est très compliqué, parce que je ne sais pas si les choses doivent être, se situer entre la droite et la gauche sur Grenoble. On sait qu'on a effectivement un maire qui conduit une politique qui ne satisfait personne, qui imprègne la métropole. Aux Insoumis, on dit. Pardon ? Qui pourrait s'allier aux Insoumis. Qui est allié déjà aux Insoumis. Je rappelle mais dans le cadre de la prochaine municipale, s'il était candidat nouveau. Sa première adjointe est quand même France Insoumise, Elisa Martin, et lui est écologiste et conduit une politique radicale qui ne satisfait ni les Grenoblois qui à un moment donné avaient les yeux qui brillaient quand il parlait de Grenoble, et ni même les Qu'est-ce que vous allez faire à droite ? À droite, nous allons tenter de rassembler. Nous allons tenter de rassembler bien au-delà de notre propre camp. C'est la seule façon de pouvoir gagner sur Grenoble. C'est la
la seule façon de pouvoir gagner sur Grenoble. Étant entendu que, je le rappelle, une élection municipale se joue certes au premier tour, mais surtout au deuxième tour en termes d'alliance. Rassemblée sous la houlette de Michel Savin. Non, rassemblée sous une étiquette politique qui ne peut pas être politicienne sur Grenoble. D'accord. Vous, non, hein? Non. Bon, Frédérique Puissat, secrétaire, sénatrice de l'Isère, merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, la restauration de Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame de Paris, le projet de loi sur cette reconstruction qui arrive au Sénat le 27 mai, un débat qui s'annonce houleux. Les sénateurs sont en effet très opposés à une loi d'exception en ce qui concerne la reconstruction de la cathédrale. Franck Riester, le ministre de la Culture, est justement auditionné ce matin au Sénat sur ce projet de loi. Jordan Klein. Une loi d'exception pour rebâtir Notre-Dame, les sénateurs n'en veulent pas. Pour l'instant, le projet de loi qui vient tout juste d'arriver au Sénat prévoit au travers de son article 9 la possibilité de déroger à certaines règles, notamment sur les questions d'urbanisme, de protection de l'environnement ou de préservation du patrimoine lors du chantier. Le gouvernement se justifie par la nécessité de gagner du temps, un argument que la Chambre haute n'entend pas. Aller vite, ça veut dire quoi aller vite? Eh bien, on se pose tout simplement la question de savoir, en réalité, c'est quoi le diagnostic que j'effectue suite à ce désastre, parce qu'il y a des conséquences et on n'a pas encore mesuré tout l'état du bâtiment et les travaux qui devront être engagés. Donc la question de délai, elle est très difficilement appréciable. Outre la commission de la culture, c'est aussi la commission des finances qui examinera ce projet de loi. Aujourd'hui, 800 millions d'euros correspondent à des promesses de dons. Seuls environ 40 millions ont réellement été récoltés. Se pose alors la question de la gestion de ces fonds. La Fondation du patrimoine, la Fondation Notre-Dame, la Fondation de France ont la capacité à gérer en fonction de l'intention des donateurs. C'est-à-dire concrètement, ils sont en contact avec les donateurs, ils peuvent leur demander où doit aller le don exactement, ils ont les mails des personnes, ce que l'État ne saurait pas faire. C'est-à-dire si l'État prend tout l'argent, très concrètement, et ensuite il se pose une question sur l'éventuel surplus, l'État ne sait pas le raffecter. Les fondations le savent, donc ce sera un des enjeux de la loi. Si l'esthétique de la nouvelle flèche n'est pas abordée dans le projet de loi, le sujet devrait tout de même s'inviter dans les débats. À l'Assemblée nationale, des députés ont tenté de rajouter le mot à l'identique à celui de restauration pour éviter une reconstruction trop contemporaine. Voilà, maintenant ce qui se passe au Sénat avec l'agenda. Alors à 10h30 ce matin, en séance, il faudra suivre, on en a parlé, l'examen du projet de loi sur l'entrée en fonction des nouveaux députés français au Parlement européen. 5 nouveaux députés qui n'entreront en fonction que le jour où les Anglais sortiront de l'Union. À 14h, c'est la remise du rapport de l'OPEX sur l'indépendance et l'objectivité des agences chargées d'évaluer la dangerosité des substances mises sur le marché. Un des 4 auteurs du rapport, Pierre Médevielle, a déclenché une vive polémique en émettant des doutes sur la dangerosité du glyphosate. Et puis à 15h, autre temps fort de cette journée, la séance de questions d'actualité au gouvernement, séance à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Voilà, tout de suite on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. À tout de suite. On démarre avec la une de l'Union de Reims. C'est le premier verdict de Parcoursup, cette plateforme numérique. Stress, joie, déception, 900 000 inscrits se sont connectés. Les premiers résultats sont tombés. Le site internet a parfois été saturé, mais il a globalement tenu. Pour le moment, la plateforme n'est accessible que pour la consultation. Les candidats, en grande majorité des lycéens de terminale ou des étudiants en réorientation, ne peuvent pas répondre tout de suite aux propositions. Ils ont jusqu'au 19 mai, 5 jours pour accepter, refuser ou placer en attente la ou les propositions reçues. Alors pour ceux qui trouvent ça compliqué, à la une de l'Alsace, un des journaux du groupe EBRA, ce sont les impôts, les aides pour la déclaration en ligne ce matin. Vous n'y échapperez pas, malgré la mise en place au 1er janvier du prélèvement à la source. La déclaration de vos revenus reste obligatoire cette année, une étape indispensable qui permet notamment de mettre à jour les revenus perçus en 2018 et donc d'actualiser si besoin le taux de prélèvement. Ces déclarations se font aujourd'hui en majorité en ligne, ce qui génère certaines difficultés pour les usagers. Les agents des services des finances publiques sont mobilisés dans les centres d'impôt pour aider justement les contribuables dans cette démarche. Pour rappel, l'année dernière, 60% des foyers avaient effectué leur déclaration en ligne. Et puis dans Midi Libre, qui est dirigé par Olivier Biscay, c'est Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui se fâche tout rouge contre la SNCF ce matin. Elle juge inadmissible l'augmentation des retards des trains en 2018. L'an dernier, 14% des trains régionaux étaient en retard en moyenne, 46%
par jour. Carole Delga estime que la SNCF ne respecte pas la convention signée avec la région, une convention qui impose pourtant un taux de ponctualité de 89%. Les lignes les plus touchées, Toulouse, Foix, la Tour de Carole avec des pics à 30% de retard, mais aussi le littoral méditerranéen, de Narbonne à Nîmes en passant par Montpellier. Là aussi, les retards peuvent monter jusqu'à 30% selon les mois. Pour rappel, la région donne chaque année 300 millions d'euros à la SNCF dans le cadre de cette convention. Merci Saveria, on est en retard et à demain. Au revoir. On se retrouve demain, absolument. Voilà, nous on reste ensemble. La météo des territoires dans un instant. Gilles Mourou, le beau temps, le beau temps, le beau temps. Puis le Zapata de Christophe Combarieux avec les meilleurs moments de ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'info ce matin. Et à tout de suite, on se retrouve après. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Seul, souriant, avec un slogan appelant à voter pour son parti, Emmanuel Macron apparaît sur l'une des affiches de campagne. Imprimée à 60 000 exemplaires, elle sera collée dès ce soir. Il est le président de tous les Français et aujourd'hui, il est le président d'une campagne électorale de la République En Marche. Ça n'est pas son rôle. Il est normal et logique que le président de la République, compte tenu de la position qui est la sienne, compte tenu des combats qui ont été les siens, donne un certain nombre d'indications sur cette campagne européenne. Le président, je trouve, est sur un jeu très dangereux pour lui, notamment pour l'équilibre de nos institutions. Lui, il a carrément éliminé la candidate, hein, il est tout seul sur l'affiche. Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair. On sait maintenant que le grand débat était bien une pré-campagne. Et donc, ça justifie, cette affiche, que les 12 millions de coûts du grand débat soient introduits dans les comptes de campagne de la République En Marche. Vous n'étiez pas infiltré dans le mouvement La France Insoumise? Évidemment, oui. J'ai passé à l'âge de 16 ans. Vous croyez vraiment? Qu'est-ce que c'est que ces procès C'est pas un procès, c'est une question. Non. Et il nous aura fallu, du coup, commenter le transfuge de ce monsieur passé dans le camp adverse et qui maintenant nous trouvera face à lui. Je crois qu'il avait très envie de passer à la télévision, maintenant c'est fait. Bien à présent qu'il aille dans les poubelles de l'histoire. C'est très gentil de sa part, mais si vous voulez, la politique, c'est pas de l'affection, c'est des convictions. Donc une trahison, c'est quand vous voulez tuer quelqu'un, quand vous avez négocié quelque chose. Moi, je n'étais pas candidat, je n'ai pas demandé d'être candidat, je n'ai pas craché sur Jean-Luc Mélenchon comme d'autres l'ont fait. C'est un référendum anti-Macron, on l'a entendu. Il y a, je crois, deux échelles de lecture. Il y a évidemment un enjeu européen. Je crois qu'on a deux visions radicalement différentes de l'Europe et de la construction européenne qui s'affrontent. Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle vous a offert ? Justement, rien. Quelle récompense ? Rien. C'est un coup monté de longue main, ça se voit. Je veux dire, l'interview d'hier sur votre plateau était extrêmement préparée, c'était du papier à musique. Donc c'est un coup monté, c'est une trahison politique et surtout c'est un naufrage individuel. Angela Merkel, la chancelière allemande, confie avoir une relation dans laquelle il y a avec Emmanuel Macron, dans laquelle il y a des différences de mentalité, des différences dans la compréhension des rôles. C'est un moment qui est important parce que c'est un moment de clarification. Et là, on va voir qu'on a un projet pour l'Europe, là où le Rassemblement national n'a que pour seul projet de faire de cette élection un référendum contre l'action du président de la République. Cette différence, elle est même utile parce que on part de cultures politiques qui sont très différentes entre l'Allemagne et la France. Et quand nous arrivons à nous mettre d'accord, ce qui est souvent le cas, cela prend du temps, cela demande des efforts. Voilà, fin de cette édition. Demain, c'est la tête de liste du Parti communiste aux élections européennes qui sera notre invité en direct sur ce plateau, Yann Brossa. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain aux mêmes heures. Au revoir à tous.